L'univers. La limite de ce qu'on sait. Quand on y jette un regard, notre première pensée se résume en étant sur un beau désordre. Mais quand on approche peu à peu, on commence à admirer un ordre fabuleux. Une centaine d'années de science et de communication. La distinction entre les notions de communication et d'information, généralement indistinctes de le langage courant, c'est une condition préalable. Communiquer trouve sa racine dans l'idée d'échange. Informer signifie donner forme. La communication politique, quant à elle, peut se définir au sens strict comme un moteur d'adhésion et de gouvernance au sein de l'agora. La communication politique implique une entrée en relation, verbale et non verbale. Ces deux éléments se trouvent oubliés au cours du processus. Sont deux moteurs de pouvoir et de décodage, largement utilisés en technique de négociation pour mieux comprendre les comportements. Lire les intentions ou faire passer un message. La communication politique donne la visibilité aux acteurs du pouvoir et aux orientations de la médiation politique. Cette diffusion est réalisée au sein du cours Culture numérique encadré par M. Barkia en utilisant le logiciel OBS, Open Broadcast Software, et réalisé par Malak Abad, Omeim Bouchani et moi, Lamtalti Ashraf. La communication selon Jacobson, c'est une opération par laquelle un émetteur transforme une représentation en une suite de signaux selon les règles d'un code et la transmet à destination d'un récepteur qui décode le message. En ce qui concerne l'information, c'est donner forme à une matière et faire connaître quelque chose à quelqu'un. Moteur central d'adhésion et de gouvernance. La communication politique suppose la formulation des objectifs des forces politiques en rapport avec les attentes des électeurs. Sa fonction généralement reconnue est d'être constitutive de l'identité par la transmission des pratiques symboliques dans lesquelles l'électeur se reconnaît. Les objectifs de la communication politique. L'objectif principal varie selon les conceptions de la démocratie. La démocratie élective se contente de l'exercice du droit de suffrage. La démocratie représentative exige un contrôle plus continu de l'exercice du pouvoir par les représentants. La démocratie délibérative exige une participation permanente des citoyens à l'exercice du pouvoir. C'est un objectif parmi d'autres dans la communication politique. On distingue généralement entre trois principaux phases. De 1945 à 1965, avec la domination de la presse écrite, de la radio et des partis politiques dans le contrôle de la communication politique. De 1965 à 2000, avec la domination écrasante de la télévision qui gouverne tous les aspects importants de la communication politique.
et dernièrement à partir des années 2000 avec un réagencement des équilibres entre médias et émergence d'Internet. C'est la dernière phase de l'histoire de la communication politique. Alors la spécificité de la communication politique. Si on se réfère au schéma de Jacobson, la spécificité de la communication politique est que l'émetteur est un sujet politique fait de réel, d'imaginaire et s'exprimant en utilisant une symbolique. Alors le fait réel, c'est une expérience telle qu'elle figure avant la socialisation. Le fait imaginaire, c'est une mise en mouvement du désir une fois que le sujet existe dans l'espace public ou bien projection. Et le fait symbolique, c'est l'ensemble des codes par lesquels le sujet va exprimer sa filiation collective. Les effets de la communication politique peuvent être comportementaux, cognitifs ou affectifs. En termes de comportement, l'effet majeur est la persuasion politique et électorale, qui conduit l'électeur à voter dans une certaine direction, ou à passer la ligne politique des détenteurs du pouvoir. L'effet cognitif se traduit par des gains de connaissances portés par l'information, notamment des médias. Les effets affectifs se traduisent par le soutien de l'engagement, voire des formes de participation plus passionnelles. Il y a une différence capitale entre la communication politique et la propagande. Là où la communication politique repose sur une libre adhésion de la cible au message ou sur le choix du public, quant aux différents messages qui émanent de plusieurs sources distinctes. Et la propagande repose sur un message unique auquel le public n'a d'autre choix que l'adhésion. Clairement, la propagande est un ensemble d'actions de communication qui consiste à endoctriner une population afin de la faire penser ou agir selon des préceptes imposés. Pour les styles politiques, on distingue 4 styles politiques. Premièrement, c'est le style réaliste, c'est une communication instrumentale qui prétend dire vrai. Deuxièmement, c'est le style courtois, c'est l'incarnation symbolique. Et troisièmement, le style bureaucratique, c'est la logique administrative en action. Et quatrièmement, c'est le style républicain, c'est la valorisation du débat et de la raison. Les réseaux sociaux ont incontestablement transformé la communication politique, mais davantage aux États-Unis qu'en France, où on a du mal à percevoir un effet comportemental du Web 2.0 sur le vote. L'impact le plus redoutable est le retour vers une situation où l'Internet favorise l'exposition sélective, chère à Lazarsfeld 1940, dans la mesure où les internautes ne recherchent que l'information qui les conforte dans leur prédisposition politique. On peut déduire alors que les réseaux sociaux impactent la communication politique, ce qui influence la politique d'un pays ou d'un autre. De là, l'histoire de la communication politique où l'homme politique généralement doit faire attention à ses paroles, ses messages, ses gestes et son aspect vestimentaire afin de réussir une communication politique efficace. Cette présentation touche à sa fin. Merci pour votre attention. Et à la prochaine. Au revoir.